Bon, bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver. Shavua Tov à tout le monde. J'espère que Shabbat s'est bien passé pour tout le monde, que tout le monde a de très très bonnes nouvelles de partout. Donc, on va continuer notre travail sur la colère. Et on était donc l'autre jour dans le travail sur la savlanout, c'est-à-dire apprendre à supporter. Et plus particulièrement, on s'était arrêté sur... Alors, je vous rappelle que 2-3 cours avant, d'ailleurs, vous savez, les cours, vous pouvez les retrouver pour celles et ceux qui n'ont pas été présents depuis le début sur YouTube. J'espère que je prononce bien. Sur la chaîne Lev Vidéo, LEV Vidéo. Donc, vous avez là-bas la série des cours. Alors, il y a beaucoup de cours, parce qu'il y a les cours de toute l'équipe, mais vous pouvez retrouver donc tous les différents cours sur le travail sur soi et donc tout ce qu'on a fait sur le recette, sur le don, et là maintenant ce qu'on fait comme travail sur la colère. Donc on avait travaillé sur la notion comment apprendre à supporter les autres, comment apprendre à se supporter soi-même et à s'accepter. Et là, on s'était arrêté sur le travail particulier à faire au niveau de la maison. Puisqu'on a vu que la proximité, la quotidienneté des relations, évidemment, nous oblige à faire un travail très important d'apprendre à supporter, d'accepter l'autre dans sa réalité, et ce, quel qu'il soit. Vous rappelez, et je le rappelle à nouveau, on avait vu que Rav Wolbe conseillait aux élèves qui venaient lui poser la question, aux khatanim, de réfléchir sur la choupa et de dire que sous le dénuptial, il prenait sur eux littéralement de supporter le joug de leur femme. Et on avait vu que ça correspondait à un verset qui nous disait qu'il est bon de prendre tôt le joug, et c'est le joug de l'épouse, qu'il n'y avait aucune dimension péjorative évidemment dans ce texte, puisque le joug, c'est-à-dire intégrer l'idée qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de ton existence et que maintenant tu vas devoir en tenir compte, et ce, à chaque moment de ta vie. Il n'y a pas du tout de dimension péjorative, bien au contraire. Il est important qu'en effet, on perçoive ce bonheur de pouvoir tenir compte au quotidien de la réalité d'un autre qui est là et qui ne nous permet pas, et évidemment, de faire tout ce qu'on a envie, comme on le veut, comme on le désire. Pourquoi? Parce que cet autre est là. Et ce travail, donc, doit se faire dans un sens comme dans un autre. On était arrivé sur l'idée, et maintenant on va attaquer aujourd'hui pas mal sur l'univers des enfants, on était arrivé aussi sur l'idée qu'il serait ridicule d'imaginer que, eh bien, ce que nous devons, entre guillemets, supporter à la maison, et le terme que j'utilise, sauver le supporter, peut être entendu de manière péjorative. Il faut absolument pas y mettre la dimension péjorative, parce que supporter, c'est je te supporte, je te supporte, je te supporte, c'est ce truc un peu lourd. Non, supporter, c'est-à-dire être comme on l'a vu, c'est aussi cette notion de supporter, n'est-ce pas? C'est-à-dire on est là et on accepte l'autre dans sa réalité parce qu'on sait que l'autre, lui aussi, doit nous accepter dans notre propre réalité. Et c'est vrai que parfois, la problématique qu'on peut avoir avec son conjoint, eh bien, on voit que chez les autres, elle n'est pas. Mais tu ne sais jamais ce qui se passe chez l'autre. Et qu'il est donc totalement ridicule de s'imaginer qu'il n'y a que chez nous que le travail d'apprendre à prendre sur soi la réalité de l'autre existe, et que par ailleurs elle n'existe pas. C'est complètement ridicule. C'est valable partout. Et pour pouvoir encore mieux y arriver, évidemment, il faut apprendre à se focaliser sur tous les points positifs de son conjoint, de bien les enregistrer, de bien se les remémorer, de les réinstaller de manière récurrente, ce qui nous permettra, lorsqu'il y a évidemment des points qui nous déplaisent un petit peu, comme ça arrive dans toutes les relations, savoir totalement relativiser ces choses, ne pas les mettre en exergue pour que cette relation se développe. Et Rav Wolbe avait bien dit que l'amida, le trait de caractère qui fait qu'un couple et qu'une maison fonctionne, c'est cette capacité, au sens non péjoratif du terme évidemment, de savoir se supporter les uns les autres, d'être les supporters les uns des autres, évidemment, à terme. Là où il y a évidemment un travail très particulier à faire au niveau de la maison, il y a peut-être ici des célibataires, eh bien, ça fera une bonne introduction. Et pour les couples qui sont encore dans cette situation, eh bien, ça va nous permettre de remettre en place des choses qui sont importantes. Et pour ceux dont les enfants ont déjà grandi, eh bien, ça nous rappellera quelques très très bons souvenirs, n'est-ce pas? Évidemment, dit Rav Wolbe, combien de savlanout nous avons besoin de développer avec nos enfants, combien ce travail de savoir le supporter est fondamental, c'est quelque chose qui est capital. Nous avons vu au tout début du travail sur la colère que le problème de la colère souvent c'est que la réalité n'est pas celle que l'on aurait voulu, et donc on réagit parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait.
au niveau de l'éducation, évidemment, les choses ne se passent jamais comme on l'aurait imaginé. On a tous une projection de la manière dont ça devrait se passer, et les choses, évidemment, ne se passeront jamais comme on l'a imaginé. Nos enfants ne correspondront pas aux images d'Épinal que l'on en a. Ils seront là avec leurs difficultés d'enfant, avec leurs tests pour savoir comment leurs parents réagissent, avec leurs états d'âme, et évidemment la qualité à développer à l'intérieur de la démarche éducative doit être la savlanout. Il n'y a rien de pire que la colère dans l'éducation d'un enfant. Et comme on l'avait vu au début, vous vous rappelez que le danger numéro un de la colère, c'est que ça marche. Quand l'enfant est petit et qu'on se met en colère, évidemment l'enfant a peur, l'enfant stresse, l'enfant est angoissé, l'enfant a l'impression qu'on ne l'aime plus, il ne sait pas comment récupérer notre amour, il ne sait pas comment se débarrasser de cette dimension anxiogène qui est liée à notre colère, et donc il est prêt à tout faire pour pouvoir la faire disparaître, et donc, de facto, obéir, se plier à notre volonté. Mais ça marche tant que le rapport de force est à notre avantage, et surtout, ça ne permet pas de construire une relation d'amour et une relation de proximité forte. Certaines personnes vont dire oui, mais moi, mon père, il s'est toujours mis en colère et regardez ce que je suis devenu. J'ai envie de leur dire oui, bravo, Mazel Tov, très heureux de le voir. Mais entre toi et moi, d'abord, s'il ne s'était pas mis en colère, tu aurais peut-être préféré, s'il avait utilisé une autre méthode. Et puis, si peut-être tu n'avais pas été obligé d'utiliser des énergies pour pouvoir en effet te construire malgré les traumas de la colère parentale, peut-être que tu serais devenu quelqu'un de largement différent. Alors bien sûr, nos maîtres disent En mitpalelim al she'avar, on ne prie jamais sur le passé. La réalité qui est la nôtre, c'est notre réalité. Il y a nous de l'accepter, de vivre avec. Mais n'essayons pas de dissimuler notre désir de ne pas travailler notre colère dans l'éducation en prétextant que nos parents fonctionnaient de cette manière et qu'on s'en est au fond très bien tiré. On s'en est très bien tiré, oui, je peux vous dire aussi que ceux qui sont passés par les camps et qui en sont sortis et qui ont réussi à reconstruire leur famille s'en sont très bien tirés. Demandez-leur s'ils étaient prêts à recommencer, sûrement pas, et regardez toutes les difficultés que ça a pu créer par la suite. Donc c'est la même chose. Alors, évidemment, comment on va faire ce travail? Et sur cela, je vais ouvrir une parenthèse qui va être plus dans une réflexion au niveau éducatif. On a vu que la colère, de manière générale, c'est la réaction que l'on a lorsqu'une réalité ne correspond pas à ce que l'on voudrait. Lorsque l'enfant va désobéir, lorsque l'enfant ne répondra pas présent comme on l'aurait voulu, etc., etc., etc. Cette colère-là, évidemment, comme on l'a vu, n'est pas un élément qui va construire, mais pourquoi est-ce qu'elle existe? Et pourquoi parfois, en effet, on se met en colère? Il y a aussi une autre raison. Un enfant grandit dans une famille de manière générale, même si aujourd'hui on sait que malheureusement il y a de plus en plus de familles monoparentales, mais un enfant grandit dans une famille. Dans une famille, il y a une femme, il y a un homme, il y a un père, il y a une mère. Donc évidemment, deux visions différentes de l'éducation, ce qui est normal. Nous avons grandi, elle et moi, chacun dans un autre univers, et même si sur certains fondamentaux nous sommes totalement d'accord, il y a sûrement des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est déjà le premier point. Le second point, et ça c'est inhérent à tous les couples, même s'il y a des couples qui très rapidement arrivent à construire une relation très équilibrée à ce niveau-là, c'est qu'il y a toujours occupe-toi d'eux, et la parole de madame ou la parole de monsieur, mais regarde ce que tu as fait, et quand je t'ai demandé, tu n'es pas capable, et tu vois, pour une fois que je te demande de les mettre au lit, regarde ce qui se passe, etc., etc. Donc parfois, eh bien, les colères que l'on a vis-à-vis des enfants, c'est pour les obliger à faire ce que nous avons besoin qu'ils fassent pour nous-mêmes ne pas être victimes de la colère de notre conjoint. Je répète, parfois la colère que nous avons vis-à-vis de nos enfants, c'est pour les obliger à faire un certain nombre de choses parce que nous n'avons pas envie nous-mêmes d'être victimes de la colère de notre conjoint. Alors il faut absolument que l'enfant obéisse, et si l'enfant ne nous obéit pas, eh bien il va y avoir peut-être un regard de notre conjoint qui va nous faire du mal, voire des paroles. Et l'enfant n'est pas dupe. Je peux vous le garantir, les enfants ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que parfois nous nous mettons en colère pour qu'ils obéissent, parce que nous avons peur que s'ils n'obéissent pas,
eh bien notre conjoint nous en fasse le reproche. Donc il y a un vrai travail d'abord à faire au niveau du couple. On va revenir évidemment tout de suite dans la colère, puisque ce n'est pas un cours sur le couple. La communication dans la famille, ça va être un cours ce jeudi à 21h, une conférence exceptionnelle. Réinventer la communication dans la famille, non. Mais néanmoins, il est important qu'on travaille là-dessus au niveau du couple. C'est-à-dire que l'on fasse en telle sorte que notre conjoint n'arrive pas à se mettre en colère sur les enfants pour obtenir d'eux quelque chose parce qu'il aurait peur de notre éventuelle réaction. D'accord ? Comment ? Ça sera dans le cadre d'un autre cours, mais néanmoins, j'avais envie d'ouvrir notre réflexion sur cela. Je répète, comment faire pour que nous ne nous mettions pas en colère sur l'enfant, pour obtenir quelque chose de lui, parce que nous avons peur que si nous ne l'obtenons pas, notre conjoint nous en fasse le reproche et nous n'avons pas envie de subir le reproche, la remontrance, voire la colère de notre conjoint. Vous voyez que les choses sont quand même un petit peu imbriquées. On va reprendre quand même la relation avec l'enfant en mettant, entre guillemets, bien sûr, le conjoint de côté. Donc, nos enfants, nous avons une projection et puis il y a leur réalité. Et notre travail à nous, justement, c'est, comme on l'a vu au tout début, ne pas développer de projection. C'est-à-dire découvrir la réalité de l'enfant telle qu'elle est et non pas chercher à la faire correspondre à ce que l'on a imaginé et ce que l'on désirait que cela soit. Évidemment que c'est quelque chose de très difficile. Mais Rav Wolbe va expliquer, va dire la chose suivante. Avec les coups, avec les cris, on n'éduque pas. Et si je peux me permettre, avec les coups et avec les cris, on n'éduque pas. C'est vrai d'un côté, mais on dresse. C'est du dressage. Est-ce que nous cherchons à dresser nos enfants ou est-ce que nous cherchons à les éduquer? C'est là où est toute la question. Si c'est du dressage, il n'y a aucun problème, crie, hurle, frappe, ça marchera. Mais ça ne sera pas de l'éducation. Et la question qui se pose, c'est surtout quel regard aura l'enfant sur toi et surtout, quel sera le poids que représentera ta parole à terme le jour où ce système s'arrêtera. Vous savez, souvent les gens parlent de l'obéissance. Ils disent un enfant doit obéir. L'obéissance, c'est vrai que c'est intéressant qu'un enfant nous dise oui, bien sûr papa, bien sûr maman, nanani, nanana, on adore ça. Bon, ça c'est dans les rêves, d'accord? Ça peut arriver de temps à autre, mais c'est le fruit d'une vraie démarche éducative. Par contre, ce qui est important, c'est le respect. Le respect, c'est pas l'obéissance. Le respect, vous le savez, kavod vient de la racine kaved, qui veut dire lourd, poids. On travaillera d'ailleurs, quand on aura terminé d'avancer sur la colère, sûrement sur cette notion du respect. Kavod, la colère, pardonnez-moi, kavod, le respect, qui vient de la racine kaved, lourd, donner du poids. Ce qui est intéressant dans l'éducation des enfants, c'est qu'ils donnent du poids à notre parole. Moi, en tant que père, ce qui m'intéresse, c'est qu'à 18 ans, 17 ans, 16 ans, 20 ans, un enfant vienne et dise « Voilà, j'ai telle et telle problématique, j'ai telle et telle chose, j'aimerais avoir ton avis. » Est-ce qu'il suivra mon avis? C'est son problème. Mais est-ce que mon avis compte suffisamment pour qu'il soit intéressé à l'entendre? Est-ce que j'ai du poids par rapport à l'enfant? Si vous avez dressé vos enfants, ils ne seront pas intéressés par votre parole parce que nous ne représenterons plus rien à leur niveau. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'on a utilisé la violence et le rapport de force à notre avantage pour obtenir ce que l'on voulait. Et au fond, on a oublié d'être à l'écoute de leurs réels besoins et de ce qu'ils exprimaient parfois à travers leur désobéissance, leurs oppositions et tout ce qui va autour de ce qui fait un enfant. La savlanout, c'est un vrai travail, c'est un travail d'équipe au niveau du couple. Sovel, c'est donc je décide de ne pas réagir immédiatement. Reprenons cette image que je m'étais permis de donner l'autre jour, du couple qui part en week-end. Et puis madame ou monsieur est arrivé en retard, madame ou monsieur n'a pas fait la valise, madame ou monsieur a fait ceci, et puis on se rend compte quand on arrive à l'hôtel ou chez les amis que madame ou monsieur a oublié telle chose qu'on lui avait justement demandé de prendre. Si tu es Sovel, si tu supportes, si tu ne réagis pas immédiatement, si tu ne dis rien, si tu prends sur toi, le week-end se passera bien, et puis après on relativisera. Et même s'il faut en parler, on en parlera dans des conditions tranquilles. Mais si on n'est pas capable de supporter, on va faire la remarque à l'autre, souvent de manière peu amène. On va voir
la spirale qui se met en place. Et on a pourri le week-end, pourri ce Shabbat plein, pour 5 minutes dans lesquelles on n'a pas été capable. C'est la même chose au niveau de l'éducation, avec un point particulier. Et ne l'oublions pas, c'est que nos enfants ont une sensibilité. Nos enfants ont une sensibilité, ils n'ont pas encore cette cuirasse de l'adulte. L'adulte aussi, j'ose espérer qu'il a gardé sa dimension sensible. Mais chez l'enfant, les choses laissent des traces. Et puis rappelons-nous que nous sommes sa référence. Nous sommes la référence adulte de l'enfant. Nous devons lui montrer comment un adulte est capable de fonctionner. Et même si malheureusement, parfois nous avons craqué, nous nous sommes mis en colère parce qu'on était trop fatigués, parce qu'on n'en pouvait plus, que sais-je, eh bien n'hésitons pas à montrer c'est quoi un adulte. C'est d'aller par la suite vers l'enfant et lui dire « Tu vois, tout à l'heure je me suis mis en colère, c'est vraiment dommage et je le regrette, parce que je pense que ce n'était pas une bonne chose et j'en suis désolé. » Pas la peine de lui dire « Excuse-moi ». Enfin, on ne dit jamais à quelqu'un « Excuse-moi » parce que c'est un impératif. On dit aux gens « Peux-tu m'excuser ?» Évidemment. Mais ne donnons pas à l'enfant cette problématique de nous excuser. Évidemment qu'un enfant n'a qu'une envie, c'est de nous pardonner. Attention, demander pardon à un enfant, c'est fondamental dans certaines situations, mais j'ose espérer qu'elle ne concerne personne qui sont beaucoup plus lourdes, dans lesquelles les traumas ont été vraiment très très difficiles, avec des dysfonctionnements graves, évidemment. Mais de manière générale, ce qu'il faut, c'est que l'enfant voit qu'on soit capable, en tant qu'adulte, de venir vers lui, et de lui dire, tu vois, c'est dommage, je regrette, c'est vraiment bête, j'en suis désolé. Dire « j'en suis désolé » est amplement suffisant. L'enfant voit qu'en tant qu'adulte, nous sommes capables de faire le premier pas, que nous lui montrons que nous regrettons la colère et que nous considérons que cette colère n'avait pas lieu d'être, qu'on en est désolé, c'est-à-dire que ça nous dérange, ça nous embête. Évidemment, si on est capable de faire ça déjà au niveau de son couple, c'est génial parce qu'on s'est habitué, et j'ose espérer qu'on n'a pas besoin de trop s'habituer parce que les situations ne sont pas trop souvent présentes, mais au niveau d'un enfant, c'est extrêmement important quand on s'est mis en colère. Mais pour cela, il y a un travail donc de savlanout. Et pour faire ce travail d'apprendre à être sauvé, de supporter, Raval me propose la chose suivante, et vraiment je vous propose de le faire, c'est de décider qu'à des moments particuliers où nous savons qu'il peut y avoir des stress, on se met en distance émotionnelle et on ne réagit pas avec nos émotions, mais juste avec notre réflexion. Regardez, d'ailleurs, on est parfaitement capable de le faire. Quand souvent des situations dans lesquelles, vis-à-vis de nos enfants, nous nous énervons, si c'était d'autres enfants, on ne réagirait pas de la même manière. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'autre enfant ne provient pas de nous. L'autre enfant ne nous bouleverse pas parce qu'il ne me remet pas en cause. Il fait quelque chose, je gère. Là, c'est s'il fait ça, je le vois comme étant une forme d'agression, une remise en cause de ma place. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Être sauvel, c'est un choix technique. Je vais vous raconter une histoire. Celles et ceux qui ont déjà assisté à mes cours sur la colère l'ont sûrement déjà entendu, donc ça leur fera une petite révision. C'est une histoire vraie. J'avais dû sans doute donner cours cette semaine-là sur ça, donc c'est pour ça que je m'en suis rappelé, parce que c'était trop extraordinaire la manière dont je me suis vu réagir par rapport à une situation donnée, et évidemment, je venais de l'enseigner, donc quand vous venez d'enseigner quelque chose, vous en rappelez un tout petit peu, vous essayez de l'appliquer. C'est fait, comme on dit chez nous en yiddish, yahasra, il y a longtemps, n'est-ce pas? C'est du vieux yiddish, pour ceux qui n'ont pas reconnu des mots en yiddish dans yahasra. Il y a très longtemps de cela, enfin pas si très longtemps, mais un certain nombre d'années, je me rappelle, il y avait un vendredi après-midi à la maison, un des enfants, il devait avoir 4-5 ans, était dans le bain. Alors bon, quand vous laissez un enfant seul dans le bain, vous mettez bien sûr 10 cm d'eau et encore, et puis vous l'entendez jouer. Et puis à un moment, mon épouse était occupée, d'autres enfants étaient là dans leur chambre, ils jouaient, et puis je l'entends plus. Et vous dites, oulala, il doit se passer quelque chose. Et je suis arrivé, je rentre dans la salle de bain, et en effet, il était là, très souriant, et il avait consciencieusement vidé l'intégralité de la baignoire sur le sol de la salle de bain. Mais il avait comme ça, ils ont leur petit jouet, donc il avait intégralement. Et là, merci Dieu, je me suis rappelé de mon cours. Au lieu de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis tu. J'imagine que j'aurais hurlé, qu'est-ce que tu as fait? Évidemment, tous les autres enfants auraient débarqué. Avec un peu de chance, ils auraient mis les pieds dans l'eau, avec leurs chaussettes. Mon épouse serait arrivée. Bon, elle est adorable, mais peut-être qu'elle m'aurait dit « Ah, je comprends pas, je t'avais dit de t'en occuper, t'as vu ce qu'il a fait, etc. » Vous imaginez un petit peu la spirale, et puis après, l'ambiance du Shabbat. Là, je me suis rappelé. Donc, j'étais sauvel. Je n'ai pas réagi. J'ai vu, je suis rentré,
Je le sors, je l'enveloppe dans une serviette, je l'amène dans notre chambre qui est juste à côté, je le mets sous les couvertures de mon lit et je lui dis, tu ne bouges pas. Bon, il a compris que... Et après, je suis rentré vite, récupérer une petite serpillière, tac, 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 hop, hop. En 10 minutes, tu gères le dossier. Et puis après, tu l'habilles. Et puis après, tu peux, comme ça, au passage, raconter. Lui, il a parfaitement compris. Quand tu racontes, les dégâts sont réparés. Ça fait sourire tout le monde. Mazal tov. Pourquoi? Parce que tu as été Sauvel. Alors, je ne vous raconte pas toutes les fois où malheureusement, j'ai pas du tout été Sauvel, évidemment. Mais je me rappelle de cette histoire parce que je me dis, mais au fond, c'est extraordinaire. Juste, tu as bloqué ta réaction immédiate, qu'on peut comprendre. Mais Sauvel, je ne réagis pas, c'est-à-dire je réagis avec ma tête. Et ça, on peut décider de le faire à des moments particuliers dans lesquels on décide qu'on va prendre les choses au second degré. C'est un choix, c'est un choix, c'est un choix que l'on doit faire. Au passage, les moments dans lesquels on doit faire le plus ce travail, ce sont les moments de veille de Shabbat et de veille de fête. Alors, pas juste parce qu'il y a de l'ambiance à la maison, mais d'après la tradition de la Kabbale, les maîtres du Zohar nous disent que, n'oublions pas que Shabbat, quelle que soit la manière dont on le pratique, commençons déjà à le pratiquer, vous savez ô combien le Shabbat c'est important, mais Shabbat, même si c'est pour l'instant juste un kiddush, ce que vous voulez, c'est un moment d'harmonie, c'est un moment dans lequel on se retrouve ensemble. Et ce que l'on appelle le Satan, c'est-à-dire les énergies négatives qui sont présentes dans l'univers, eh bien, n'ont pas envie que Shabbat se passe bien. Pourquoi? Parce que c'est un moment tellement énergisant, beau. Et donc, dans la tradition de la Kabbale, on explique et on dit que veille de Shabbat, c'est un moment de tension particulier. Si dans ma tête, je sais très bien que ce moment dans lequel mon épouse va me dire « mais je ne comprends pas les enfants, disent « où elle est ma chaussette, etc. » C'est tout simplement pour créer une atmosphère qui sera difficile. On arrive plus facilement à prendre cette distance. Donc, on va, non pas conclure, parce qu'il y a encore deux, trois petites choses à voir sur ce sujet, mais déjà, dans l'univers de l'éducation, la savlanout est au cœur de la démarche. Savoir ne pas réagir immédiatement. Et c'est vrai que quand on bloque sa réaction immédiate, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses. Je vais vous raconter une histoire vraie, qui est assez bouleversante, hein, mais elle est vraie, qui s'est passée dans une école, parce que évidemment, cette notion de savoir supporter, elle est doublement valable, et on va en parler par la suite d'ailleurs, au niveau d'un enseignant. C'est fondamental, un enseignant qui n'arrive pas à supporter ses enfants qui lui sont confiés, qu'il aille trouver un autre job, parce que c'est une des bases même de ce qui permet à un enseignant de pouvoir transmettre. L'histoire est la suivante, c'est une histoire qui a lieu en Israël, d'une enseignante qui justement avait suivi une formation sur l'enseignement. Elle avait suivi une formation sur l'enseignement et donc elle avait longuement développé dans cette formation, la formatrice, de ne pas réagir immédiatement. Ce qu'on est en train de voir, cette notion de savlanout. Et puis un beau jour, il y a une petite gamine de 6-7 ans, enfin elle enseignait une petite classe qui arrive à l'école, mais elle rentre en classe, elle est en retard, elle a 10 minutes de retard, et elle amène un mot. Et la mora, donc la prof, voit le mot, et puis ne dit rien, mais le mot, elle se rend bien compte que c'est l'enfant qui l'a... enfin, c'est une écriture d'enfant, enfin, c'est pas une écriture d'adulte, quoi, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, veuillez excuser ma fille, elle ne refera plus cela, mais c'est très mal écrit, enfin, ça va pas. Donc, au lieu de dire, attends, qui t'a écrit ce mot, hein, ce qui aurait été la réaction immédiate, elle se rappelle qu'il ne faut pas réagir immédiatement dans une situation qui peut t'énerver. Déjà, elle est en retard et en plus, elle a trafiqué son mot. Elle ne dit rien, elle dit « assieds-toi à ta place ». Et la petite fille lui dit « oui, mais je voulais juste vous dire quelque chose ». La mora dit « oui, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Elle veut dire « oui, je suis désolée, mon papa s'excuse que le mot il est aussi mal écrit ». Et elle dit « parce que ma maman ce matin était malade et mon papa est aveugle ». Et évidemment, pour lui écrire, c'était compliqué. Vous imaginez un petit peu ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu cette capacité d'être sauvelle, de réagir. Mais évidemment, ça c'est un cas d'une situation qui est un peu bouleversante, mais ce sont des situations qui existent.
Donc prendre sur soi d'être Sauvel. Et attention, à l'intérieur de la relation familiale, comprendre que pour l'autre c'est difficile parfois, ou alors décider que si on se rend compte qu'on n'en est pas capable, eh bien de prendre la fuite. Courage, fuyons. Ça va vous faire un peu bizarre, mais dans une économie de couple, il faut se parler, il me semble. On peut très bien dire à son conjoint, écoute, là je sens que je vais craquer, je vais m'énerver bêtement. Pourquoi? On est stressé, on mille et une raisons. Je vais dans la chambre, gère, parce que moi je vais gérer, mais mal. On peut le dire. Alors bien sûr, si c'est une fuite pour pas assumer ses responsabilités, évidemment c'est un autre problème. Mais parfois on se rend compte, on est là, on sent que ça boue. Pourquoi? Il y a des choses qui remontent, il y a un ado qui est là, ça nous touche émotionnellement, et on se rend compte que nous on va craquer, et que notre conjoint a l'air d'être plus serein. Au lieu de t'exploser, pardonnez-moi l'expression, contre ton ado, tu as le droit de dire à ton épouse, à ton époux, écoute, moi je vais dans la chambre, gère-le parce que sinon je vais faire du n'importe quoi. Accepter qu'il y a des moments dans lesquels on est faillible et qu'on va mal gérer et que ça fait partie des choses qui font partie de notre réalité. Et c'est quoi le problème au fond? De réaliser qu'à un moment, on ne se sent pas capable d'être Sauvel, de supporter. Au passage, il faut savoir que les enfants dont les parents arrivent à faire ce travail sont, et je peux vous en parler d'expérience à travers différents enfants que j'ai pu rencontrer dans le cadre de certaines de mes activités, évidemment l'éducation est totalement différente. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous mettez, pas vous, Chas Shalom, lorsque l'on se met en colère sur un enfant, le moment de la colère est un moment qui pour l'enfant peut totalement l'enfermer et n'arrive même pas à entendre ce qu'on lui dit. Et surtout, et particulièrement lorsqu'ils sont petits, souvent ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le rapport entre ce qui s'est passé et l'explosion qui est la nôtre. Un enfant, quand il est petit, ne comprend pas c'est quoi le problème d'un t-shirt sale, parce que surtout parfois il est sale et on lui dit rien, mais là il n'est pas au courant que c'est le t-shirt que la grand-mère a offert et que la grand-mère va venir pour le déjeuner et qu'on lui a mis spécialement, etc., etc., et que là c'est un problème. Lui, et alors, c'est quoi le problème? Ok, j'aurais pas le t-shirt que ma grand-mère m'a offert. Ça veut rien dire pour lui. C'est dans nos systèmes à nous. C'est dans nos systèmes à nous. Et, ou alors, tu me fais honte. Qu'est-ce qu'on s'en moque? C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est le regard de l'autre qui est plus important. Et tout ce genre de choses font que l'enfant perd confiance dans l'adulte qui est en face de lui, parce qu'il le voit dysfonctionner par rapport à quelque chose qu'il ne comprend pas. Et quand il s'agit de nos préadolescents ou de nos adolescents, au fond, mais ils savent parfaitement ce qu'ils font, mais quelque part ils sont en zone de test, très inconscients ou parfois plus ou moins conscients. Ils ont envie d'être rassurés sur les adultes qu'ils ont en face. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que vous voyez votre patron qui explose de colère dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas vraiment confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rassurant. Il n'est pas quelqu'un qui montre qu'il est profondément adulte dans la gestion d'une situation de difficulté. Un enfant, surtout le préado et l'ado, est très intéressé de voir quel type de parent il a en face. Et c'est vrai que lorsqu'il perçoit que l'adulte qui est en face est un vrai adulte, ça le rassure profondément. Ça le rassure profondément, et à partir de cela, évidemment, la démarche éducative par la suite sera totalement différente. Je veux rajouter encore un point sur cela, et puis on conclura. L'enfant, quand il est petit, quand il commence à grandir, est dans des zones test sur l'adulte qui est en face de lui. L'adulte qui est en face de lui, c'est sa référence, c'est sa maman, c'est son papa. Il veut voir si on est solide, si on gère les choses. Donc il teste, il teste, il teste. Et au bout d'un moment, il est rassuré. Et évidemment que la démarche n'est plus la même. On le voit d'ailleurs quand dans des situations où on aurait pu exploser, on n'explose pas et on gère les choses avec intelligence. Eh bien, dans un second temps, la communication se passe totalement différemment. Pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que l'enfant a vu quel est l'adulte qu'il a en face de lui. Évidemment, moi en tête, nous avons tous dysfonctionné dans ce domaine.
Pourquoi? Nous sommes des êtres humains et ce ne sont pas des choses qui sont simples. Mais le travail, nous devons être capables de le faire lentement mais sûrement et savoir apprécier le fait qu'une fois on a réussi à le faire, cette fameuse histoire que je vous ai racontée à mon propos, dont je suis profondément fier, même si on a d'autres dont je le suis moins, parce que c'est agréable de voir cela, ne pas faire le reproche à son conjoint s'il n'y arrive pas. Si on se rend compte que notre conjoint va craquer, on peut lui dire, écoute mon chéri, je parle, le mon chéri, c'est ma chérie aussi, hein, c'est dans les deux sens. Écoute, ma chérie, il exagère vraiment, le petit, il exagère vraiment. Écoute, laisse, moi je vais le gérer parce que c'est dommage que toi tu t'énerves, c'est honteux ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à la limite, on ne dit pas à l'autre, va-t'en, 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 tu vas t'énerver. On reçoit et puis après, on va évidemment nous-mêmes gérer et aider l'autre à réussir à mieux gérer ses émotions. Voilà quelques points sur cette notion de savoir supporter dans la famille. On va encore l'aborder, Bezrat Hashem. Il me semble qu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Donc, de manière particulière aujourd'hui, eh bien, on va faire ce travail de répondre aux questions que Grégory va m'envoyer immédiatement.